on va être très étude pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez tous, parce qu'une bonne partie d'entre vous êtes des acteurs du média courrier, vendre du courrier, c'est un combat. C'est pas un combat contre autre chose, c'est avant tout un combat contre des idées reçues. Et donc, cette première partie, elle va être placée sous le sceau de la mesurabilité du média. Et on va commencer par finalement montrer le poids économique que pèsent les différents canaux du courrier avec Xavier Guillon de France Pub. On enchaînera avec Balmétrie, qui est quand même une initiative unique au monde par son ampleur, qui a été de monter la première mesure d'audience du média courrier. Et ensuite, on fera effectivement le zoom à l'international. Et j'aurai notamment le plaisir d'accueillir Marc Harrison, qui vient de Bruxelles, qui vous parlera là aussi études avec deux initiatives extrêmement intéressantes, dont une britannique qui touche aux neurosciences. Et on verra quel est l'impact sur notre cerveau à la réception d'un courrier. Et les enseignements sont extrêmement riches. Donc on va commencer tout de suite par l'économie, et donc avec Xavier Guillon. Mais tu l'as déjà expliqué, les différences de même. Donc nous, au départ, on travaille sur une approche macroéconomique, c'est-à-dire qu'on va chercher à approcher dans son ensemble l'ensemble du marché de la communication, mais c'est vrai que notre périmètre, c'est l'argent tel que l'annonceur le déclare, au final, avoir acheté pour véhiculer ses moyens. Ce n'est pas un poids de secteur d'activité économique, c'est une étude financière que tu mets en œuvre, qui va mesurer tout le poids de la filière. Nous, on mesure ce que l'annonceur met au bout du bout dans son périmètre de communication et ce qu'il considère comme substituable, en fait. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus par la demande, ce qui va expliquer la différence, même si derrière, il y a des coûts induits. Alors, c'est tellement vrai, ce raisonnement, que je me l'applique à moi-même, c'est qu'on a déjà créé, on est en train de créer, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, même sur un nouveau périmètre évolué, parce que les périmètres doivent évoluer. Vous le savez, avec l'UDER, on travaille sur une notion de périmètre élargi, parce que précisément, on va prendre des vecteurs qui vont rentrer dans ce champ de la substituabilité de la communication qui n'était pas pris en compte avant. Donc on intègre parfaitement ce type de raisonnement. Donc à date, on travaille avec cette approche globale. On va travailler avec essentiellement toute l'activité des régies. Et c'est vrai que le périmètre, il est là. C'est toutes les structures de communication qui vendent en fait des prestations aux annonceurs. Donc à partir de ce qu'on appelle la recette. Nous faisons nous-mêmes nos propres recettes. Nous travaillons en partenariat avec l'IREP également, comme vous le savez, sur ce domaine-là. Nous, on fait un gros panel d'annonceurs depuis 25 ans avec des grands annonceurs nationaux et on aborde également toute une partie qui était très peu connue, qui est toute la partie locale, mais qui pèse près de 10 milliards d'euros, qui sont toutes les 540 000 annonceurs locaux qui participent et qui abondent également sur ce marché de la communication. Ils sont très nombreux, 540 000 pour 10 milliards d'euros, vous avez vu la différence, mais ils sont pour autant tout à fait importants et la synergie entre les nationaux et les locaux est très importante. Donc ça s'aborde par un panel qui a 25 ans d'historique. Et on met également ça en convergence avec toutes les activités de la PIGE, de Kantar, où on va pouvoir relier toutes ces données, pouvoir les projeter sur tous les secteurs d'activité économique. Donc on va s'appuyer, pour faire simple, sur 3 piliers: les recettes des régies, le panel France Pub à partir de des déclarations des annonceurs, et tous les volumes de communication, mais là encore sur le périmètre pigé. Et c'est l'ensemble de ces 3 données qu'on va mettre en convergence pour vous présenter les données qui arrivent dans un instant. Dès que j'ai compris comment ça marche, c'est sûr, pardon, tout simplement. Voilà, donc l'ensemble de ces données, je viens d'en parler, sont reclassifiées par famille de façon à pouvoir, derrière un secteur d'activité économique, c'est de pouvoir, et on va rentrer pour tenter de répondre, on va amener des éléments de réponse au débat d'aujourd'hui, ces 30 milliards, les répartir par famille d'annonceurs et voir comment, en fait, quels sont les ressorts qui sous-tendent l'action des annonceurs. Donc derrière une analyse financière, c'est les comportements des annonceurs derrière ces chiffres. Donc déjà, le périmètre tel qu'on vient de définir, l'année dernière, c'était moins 1,6%. Et dans un environnement, alors pour resituer ce marché de la communication dans son environnement global, donc c'est l'avantage d'avoir des séries et de regarder les séries longues. Si on remonte au pic de l'année la plus forte de ce secteur, c'est un secteur d'activité tel que le déclaraient les annonceurs en dépenses nettes totales, représentait un peu plus de 2% du PIB.
Voilà. En 2014, ce secteur d'activité mesuré à mesure constante, donc c'est ça qui est intéressant, quelles que soient les fluctuations de périmètre, c'est ça qui permet d'avoir strictement même méthodologie, on est à 1,44. Donc évidemment, on comprend bien que le courrier, le digital, tout ça intervient dans un environnement qui, par rapport au poids de l'activité économique, s'est fortement dégradé sur une période de 15 ans. Donc c'est un contexte global, et là on est strictement à mesure et périmètre comparables. Donc il faut bien avoir ça en tête quand on parle après des évolutions. Pour autant, on se dit sur la période, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les annonceurs n'ont plus envie de communiquer, ça a baissé par rapport au poids de l'économie? Pas du tout. Pas du tout. Quand on le regarde, et c'est l'intérêt d'avoir un panel, on voit que sur cette période, la réflexion, l'initiative, l'envie, elle n'a jamais été aussi forte, même plus forte que dans les périodes précédentes. C'est tellement vrai que quand on compare les volumes, on s'aperçoit que sur ce résultat-là, les volumes de messages émis ont considérablement explosé. Alors vous allez me dire, bah oui, il y a eu le digital. Oui, bien sûr que c'est. Mais à l'intérieur des médias historiques, la volumétrie a aussi considérablement progressé. Il suffit de regarder l'évolution des chiffres en brut et en net pour comprendre la différence. Donc on voit bien qu'il y a de plus. Donc alors l'un des problèmes pour bien comprendre l'ensemble de ce marché, c'est que bien évidemment le problème de fond, c'est que la valeur de ce qu'on vend en communication, hein, c'est le coût contact, le contact avec le consommateur, c'est donc forcément la valeur qui s'est dégradée. C'est arithmétique, puisqu'il y a plus de volume et moins de marché, moins de recettes. Donc la tendance de fond sur cette période-là, c'est la dégradation au global de la valeur. C'est vraiment un point clé qu'il faut comprendre pour bien voir ces évolutions-là. Alors là, j'allais dire tous les médias, parce qu'on dit oui, mais ça touche que certains médias ou d'autres. Non, tous les médias sont touchés. Alors certains plus tardivement que d'autres. La télévision, par exemple, beaucoup plus tard. Simplement il y a 5-6 ans, mais la télévision, le coût contact télévision a très fortement baissé également sur les 4-5 dernières années. Donc ça touche tous les médias. Mais ce qui est logique, comme sur tous les marchés, à partir du moment où vous aviez beaucoup plus de contacts et d'opportunités de contact, forcément la valeur unitaire baisse. Alors, dernier point, avant de regarder le détail des chiffres, dernier point global, c'est que derrière cette baisse, donc on en a compris du coût contact, il y a un écart monumental. C'est le dernier point clé que je voudrais partager avec vous. C'est que derrière cette moyenne de baisse du coût contact sur tous les médias, en fait, c'est un peu la tête dans le four et les pieds dans le frigo, ou l'inverse, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un écart énorme. C'est-à-dire qu'en fait, cette baisse apparente du coût contact moyen sur tous les médias renvoie à une progression sur un segment donné, à une progression du coût contact, et à un effondrement donc beaucoup plus fort sur le coût contact, sur l'autre partie, l'autre pan de la communication. Et ça, c'est un phénomène finalement dans notre secteur de la communication assez classique, où quand on est dans un bouleversement de l'économie, nouvelle offre, pléthore d'offres, et à ce moment-là, donc il y a une bipolarisation qui se crée, un marché premium, un marché low cost. Vous avez tous en tête, on le voit si on se rapproche, dans le domaine du transport, etc. On a tous été confrontés à cette même chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se crée ce phénomène de bipolarisation où il y a les acteurs économiques vont agir de deux façons. Le coût contact, donc la valeur de ce qu'on vend valant moins cher. Je concentre les coûts très fortement. Je vends moins cher et pour vendre moins cher, je fais plus de volume et je concentre les coûts. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Ça, c'est une première approche. Et bien sûr qu'il faut faire, qui est une première réaction immédiate. La deuxième approche, c'est de recréer de la valeur en identifiant des segments qu'on va pouvoir vendre à plus forte valeur ajoutée avec beaucoup plus d'ingénierie et de technicité. Et à ce moment-là, donc, vous avez des prix premium sur ce type de prestations. C'est Herbert Simon, le prix Nobel de l'économie, qui l'avait déjà détecté, ça qui en avait déjà parlé il y a une quinzaine d'années, hein, et qui avait dit que dans le domaine de la communication, la valeur se déplacerait du convoyage de l'information vers la capacité à attirer l'attention du consommateur. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, donc c'est vraiment les deux offres qu'on va retrouver, l'offre de masse low cost et l'offre premium, avec une capacité à capter l'attention du consommateur très forte, mais qui évidemment va demander beaucoup plus d'ingénierie. Voilà un petit peu sur les grands mouvements qu'on peut constater sur les dernières années. Alors on va regarder ça un petit peu par média. Donc dans ce marché global, donc le marché du courrier qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc il y a dans cet environnement global de baisse qui touche tous les médias. Donc il y a quand même deux médias qui sont plus impactés, la presse et le courrier adressé, dans l'ensemble, qui ont des variations un peu plus fortes à la bosse par rapport aux autres médias. Donc ça, c'est juste l'évolution sur les dernières années, mais si on prend sur plusieurs années, on est dans cette tendance-là, même si la baisse, elle est globale et générale sur l'ensemble des médias.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est quand on cumule adressé plus non adressé, on est quand même à 21% des dépenses nettes des annonceurs. Alors, absolument, parce que c'est l'intérêt du périmètre et de ramener le poids, que dans cette évolution-là, le poids, bien évidemment, aujourd'hui, du courrier adressé et non adressé, est prépondérant. Aujourd'hui encore, quand on regarde dans le halo de communication professionnelle, on ne pense pas à rappeler le poids énorme que représente ce secteur d'activité aujourd'hui sur l'ensemble de la communication. On parle énormément, si vous rameniez toutes les topos journalistiques du Internet par rapport au poids qu'il représente dans le marché de la communication sur le marché total, évidemment, il y a une distorsion énorme. Voilà. Donc en effet, déjà, ce poids économique est très fort. Alors, donc on va les regarder maintenant média par média. Alors ça, c'est l'évolution sur plusieurs années de l'ensemble du périmètre que je viens de décrire. Donc on est parti de 2009, évidemment, la Grande Dépression, 2008-2009, avec le phénomène de rattrapage. Donc là, vous êtes en montant net estimé mois par mois pour pouvoir bien regarder les évolutions. Donc on voit qu'il y a eu le phénomène de rattrapage, mais on n'était pas revenu au niveau précédent. Et on voit la lente érosion quand même globale qui est liée à la baisse du coût contact sur l'ensemble des médias. On va le regarder maintenant média par média. Alors bien évidemment, dans cet environnement, même si, rappelons-le, ça ne pèse, le marché total est de moins de 2 milliards, c'est donc 1,9 milliard. Donc on voit que là, on est quand même bien sûr en progression, mais attention, le total en 2014, c'est 1,9 milliard, Surge Display. Voilà. Donc le marché de la radio, lui, pareil, qui a fait son rattrapage, mais qui est resté relativement étal. Donc là, pour une raison, c'est vrai que la transposition par rapport au digital, il a été bien sûr impacté par le digital, mais beaucoup moins, parce qu'évidemment, le format habituel de la radio, transposé et transposable sur tous les devices, il suffit beaucoup de vos collaborateurs qui arrivent au bureau, qui se connectent, qui continuent à écouter la fin de leur émission, qu'ils n'ont pas terminé dans la voiture. Donc évidemment, les formats sont les mêmes qu'on peut transposer aussi bien avec n'importe quelle appli qui permet d'écouter avec un format totalement équivalent n'importe quelle émission de radio, plus l'interactivité générée par les applis. Donc vraiment, ça a stabilisé, c'est-à-dire qu'on a pu, c'est un média qui a pu, grâce avec le digital, élargir son audience, ses moments circonstances d'écoute, et avec le même outil de mesure. Donc ce qui a été beaucoup plus facile à orchestrer et à mettre en vente. La publicité extérieure, pareil, donc elle qui a été moins touchée par le digital, parce que forcément, à un moment donné, donc là, on voit c'est beaucoup plus étal, donc c'est des petites fluctuations, mais parce que forcément, toucher le consommateur dans son environnement géographique, les gens continuent à se déplacer, et là, quoi qu'il arrive, l'occasion de contact physique dans la ville, dans le bassin de vie, il n'y a pas d'autre moyen de faire, donc forcément, ça a été moins impacté par le digital. Et en plus, il y a eu des offres numériques qui se sont développées, notamment il y a un segment qui est très dynamique, c'est le segment des mails, le segment des transports, qui est également avec l'affichage numérique, qui a permis de développer également ce segment-là. Voilà, donc on est sur la télévision. Donc pareil, donc alors, il y a des phénomènes de hausse et de basse, mais c'est pareil, on est relativement stable. Mais là, c'est pareil par rapport à ce qu'on a dit avant. Les écrans classiques aujourd'hui, si on ne prenait que les écrans classiques et les campagnes classiques, on serait en baisse de 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recettes, la ressource de ce média vient pour 25% de produits dérivés, la catch-up bien sûr, mais tout un ensemble de produits dérivés sur lesquels la fameuse reconstruction d'offres premium dont on parlait, qui a complètement redynamisé ce marché. Si on était resté sur le marché historique et classique, on aurait une baisse extrêmement sévère de ce média. L'imprimé sans adresse, donc le catalogue, le courrier non adressé. Donc là, pareil, par rapport à toutes les bêtises qu'on puisse écrire il y a 6-7 ans par rapport sur le sujet, où on annonçait la mort de ce média, c'est le contraire qui s'est passé. Il s'est extrêmement bien défendu, extrêmement bien maintenu. Il s'est stabilisé à des niveaux très élevés. Donc là, il n'y a pas eu de baisse significative sur ce segment-là. Alors là, il y a une raison très simple. C'est que, en fait, alors par contre, sa consommation a évolué. C'est-à-dire que c'est un média piloté beaucoup par les gens d'exploitation, en fait, et beaucoup moins que des gens de la communication. Donc, en fait, les décideurs sont en fait les patrons des réseaux sur ce média-là. Et eux, nous, on le voyait bien dans nos indicateurs. Personne disait, bon, sauf dans les communiqués de presse, mais personne disait qu'on allait arrêter objectivement l'action de communication sur ce média au niveau des territoires. Par contre, sa consommation a changé. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la baisse des coûts, l'annonceur ne pouvait plus continuer à payer une grande campagne de 100 000 exemplaires ou 200 000 sur sa zone de chalandise. Et qu'aujourd'hui, l'offre s'est qualitativement énormément. Donc, on est passé dans des offres déjà premium où la distribution a été plus sélective. C'est-à-dire que ce métier-là s'est transformé dans une analyse territoriale. Et ça, c'est ce qu'on rencontre tous les jours quand
on discute avec nos annonceurs, il y a un travail extrêmement fin, c'est-à-dire que les gens qui vendent ce média deviennent aussi des partenaires de la partie exploitation des réseaux. Hein. Et du coup, faut voir d'ailleurs les outils dont ils se sont dotés pour pouvoir faire un véritable diagnostic d'une zone de chalandise et optimiser, faire des tests et optimiser la distribution. C'est grâce à ce phénomène que... alors, bien évidemment, c'est quand même une petite baisse de volume, hein, forcément, par rapport à ce qu'on vient de dire, en volume de papier distribué, mais en termes de valeur, c'est resté en valeur constante. Donc, on voit que c'est un média qui a fait une très grosse mutation, qui s'est donc maintenu grâce à ce côté premium, à ce côté vente plus élaboré, on va dire, qui a été mis en place directement avec les patrons d'exploitation. Donc on voit bien que dans un environnement où tout le monde annonçait la mort du petit cheval, on voit bien qu'en adaptant la stratégie, mais ça c'était rendu possible aussi parce que les annonceurs se sont donnés, avant, il y avait que le patron qui connaissait sa zone de chalandise comme ça, quoi. J'allais dire, voilà. Alors que maintenant, ils se sont dotés de moyens extrêmement poussés, puissants, avec des systèmes cartographiques où ils peuvent tracer, ils analysent avec les cartes consommateurs, ils analysent les clients, leur parcours client, et ils peuvent interfacer ces données avec la stratégie de communication. Donc on voit bien comment cette technologie, l'évolution de cette technologie et la connaissance client a permis de maintenir et de développer ce média. Et là, on est sur un cas qui est extrêmement intéressant. Et en même temps, ça a été fait de façon très pragmatique, parce que j'allais dire par des gens qui sont très près du terrain et de l'action commerciale. Donc en presse, donc là évidemment, c'est plutôt une baisse de plus 8% par an. Pour autant, y a-t-il moins d'appétence? Non. Quand vous regardez auprès des annonceurs, l'envie de passer dans un magazine, leur entreprise, leur bobine eux-mêmes, elle est toujours aussi forte. Il y a toujours une appétence extrêmement forte par rapport à ça. Les gens, donc, mais par contre, en termes de recettes, là, c'est un problème de modèle économique. C'est qu'aujourd'hui, les espaces classiques, mais c'est aussi, si je parle de l'ensemble de la presse, c'est un support, c'est un média qui a tardé à travailler sur la convergence de la mesure de son propre public. Aujourd'hui, quand vous voulez interfacer le public d'une marque média presse avec des segmentations de plus en plus fines des annonceurs, aujourd'hui, l'outil déjà ne le permet pas complètement. C'est-à-dire que vous avez toujours l'audience des exemplaires mesurés, l'audience de l'Internet, et il n'y a pas de véritable convergence. On parle maintenant, c'est en cours de fiançailles, voire d'épousailles entre les mesures d'audience et de mesures de distribution sur la presse, mais ce n'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui. Donc évidemment, une grosse complexité à pouvoir orchestrer en fait toute une résonance d'une cible annonceur avec ce... Donc ce qui explique qu'en fait, il y a de plus en plus d'appétence. Le public en fait, de ces marques s'est énormément développé avec le digital, mais il n'y a pas de ressources économiques en face, parce qu'on n'a pas pu se doter des outils de construction des offres. Et on voit bien que là, ce qui est un succès... En fait, paradoxalement, le développement de ces marques médias, c'est un succès d'audience, un développement du public, mais une contre-performance économique. Donc on voit bien la nécessité de réorganiser les outils de mesure et de construction de plans, sinon on est confronté à cette difficulté. Bon, même phénomène pour la PQR. PQN, on est sur les mêmes... Je reviens. Alors là, par exemple, juste un contre-exemple, en PQN, qui maintenant n'est plus PQN, la Tribune, qui, comme vous le savez, a failli disparaître il y a quelques années, s'est complètement restructurée. Et là, c'est amusant, parce que c'est un média qui est reparti de zéro, en fait, pas de zéro, il est reparti avec une magnifique marque média, mais il a complètement réorganisé son offre, aujourd'hui, en multi-points de contact. C'est-à-dire que la direction commerciale, et la direction commerciale, aussi bien des abonnements, de la régie publicitaire, vend aussi bien les événements, l'Internet, les espaces. C'est une vente globale de l'ensemble du public. Et on voit que ce modèle économique a permis à ce titre de redémarrer. Et aujourd'hui, il est pratiquement à l'équilibre, ce qui, dans un environnement de presse, est quand même tout à fait... Ça permet de le noter. Donc on voit bien que ce nouveau modèle économique, sur un acteur donné, a permis aujourd'hui de survivre dans cet environnement. Donc le mailing, le courrier adressé. Alors, qui a résisté très longtemps, qui est resté très longtemps sur un niveau étal, et là, une baisse significative à partir de 4 ans. Y a-t-il pour autant une baisse des annonceurs? Non. D'appétence des annonceurs? Non. Quand on regarde les questions d'usage et d'attitude, c'est même le média que les annonceurs ont envie de plus pousser. En nombre d'actions, ils disent c'est celui que j'abandonnerai pas, c'est celui que je veux développer. Donc, il y a une contradiction entre les chiffres économiques et l'attitude des annonceurs vis-à-vis de ce média, qui est même celui qui est le plus défendu par les annonceurs. Alors, d'où vient ce paradoxe? Là, c'est le digital, bien évidemment, qui, au départ, a créé en fait, cette rupture économique.
C'est un marché qui avait en fait quelques gros secteurs, un très gros secteur pour ne pas le citer, la VPC, qui était en situation, on va dire, quasi monopolistique, parce que quand vous vendiez en VPC, quand vous vendez, quand il y a 10 ans, la seule façon de vendre à distance, c'était en marketing direct, bien évidemment, il n'y avait pas ou pratiquement pas de digital. Donc du coup, on était en situation, on va dire, quasiment de monopolistique pour l'activité de VPC. Ces annonceurs se sont dotés de DMP, de plateformes numériques. La part du courrier adressé reste importante, mais évidemment, elle se dilue dans un environnement plus vaste. Alors ça, évidemment, ça impacte très fortement cette activité sur ce secteur-là. Ça l'impacte également dans le domaine financier, qui consomme énormément de courrier, toujours de courrier adressé. Mais avant, j'allais dire, on l'envoyait parce qu'on envoyait systématiquement les relevés de compte. Et du coup, on avait de la communication publicitaire. Maintenant, c'est plus systématique, donc forcément, il y a une baisse des volumes. Toujours un très gros usage, mais une baisse des volumes. Donc, c'est ce qui explique cette baisse, mais pas du tout en nombre d'annonceurs. Par contre, on voit émerger de nouveaux annonceurs qui étaient peu dans le domaine, qui, à l'inverse, utilisaient peu le média courrier, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de base de données consommateurs, très peu de DMP, pas de données pour travailler sur le courrier. Et il y a plein de nouveaux secteurs qui se sont ouverts à ces technologies des DMP. On va en reparler tout à l'heure. Et que du coup, maintenant, grâce à ces moyens, on voit plein de nouveaux entrants significatifs. Alors là, notamment les acteurs de la distribution, qui avant n'avaient pas de connaissance finale de leurs clients et encore moins de leurs prospects. Plus ils s'équipent, plus ils se digitalisent, paradoxalement, et plus ils se mettent à utiliser le courrier adressé. Donc on voit que ce qu'on perd, donc j'allais dire, comme disait Derlin, c'est d'un côté le digital, c'est là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'équipement DMP digital de certains secteurs qui étaient monopolistiques a fait baisser les volumes, mais du coup, ces développements sur d'autres secteurs d'annonceurs ont développé la connaissance. À un moment donné, il faut que ça se croise, évidemment. J'allais dire, on a subi les effets négatifs dans un premier temps, en baisse de volume, mais il y a tous les nouveaux marchés qui sont en pleine explosion. Alors évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes campagnes, ce n'est pas une situation de média monopolistique, mais ça permet de rentrer le média dans le plan stratégique des entreprises, là où avant, ce n'était pas possible. Et ça ouvre tout un pan, déjà. Alors, il y a des acteurs de la distribution spécialisée, parce que là, vous me dites, tout ça, c'est en émergence. Non, il y a des acteurs très significatifs sur lesquels ce média représente maintenant 35% de leurs dépenses totales nettes, alors qu'il y a 10 ans, ils n'en faisaient pas. Donc, on voit bien que, du coup, opportunité, menace, on voit bien qu'à un moment donné, le digital au sens large, qui a attaqué les secteurs lourds de référence historique, c'est ce qui permet également aujourd'hui à de nouveaux entrants de prendre des positions très fortes sur ce média. Il faudrait accélérer un petit peu, Xavier, s'il te plaît. Comment ? Il faudrait accélérer un petit peu pour qu'on tienne le timing. Du coup, j'ai un peu anticipé, donc ça tombe bien, on va accélérer. Donc là, c'est la réponse aux questions que vous évoquez en termes d'usage. On voit bien qu'en termes d'usage, bien sûr, Internet, parce que c'est nouveau, bien évidemment, donc les gens le développent. Mais déjà, vous avez déjà 5% des gens qui disent qu'ils en font moins qu'avant. Donc on voit bien que ce média devient mature aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent à réduire la voilure en termes de nombre d'actions. Mais on voit que sur le mailing, la presse et le prospectus catalogue, c'est j'en fais davantage. En nombre d'actions, on n'est pas en argent. En nombre d'actions, on s'aperçoit que ça fait partie des médias les plus cités. Donc ça, ce graphique, il est très important. C'est qu'au-delà de la lecture financière, au-delà de la lecture comptable, tel qu'on le retrouve dans des rapports qui mesurent 49 milliards d'euros, au-delà de la seule lecture comptable, on s'aperçoit que quand on va regarder derrière le comportement des annonceurs, il y a aussi une lecture intéressante. C'est-à-dire qu'en termes d'usage, on s'aperçoit qu'il y a une appétence qui est extrêmement forte. Et ça, c'est très, très important. Ça, j'allais dire, parce que sinon, si on regarde que les chiffres financiers, eh bien, on a l'impression que c'est inéluctable, que c'est comme une falaise qui est attaquée par la mer. On dit, on n'est plus dans le coup et petit à petit, ça va s'effondrer. Alors que quand on se rend compte que derrière cette réalité économique, quand on se rend compte que ça renvoie à plus d'appétence et plus d'usage, on se dit il y a des possibilités très fortes de reconstruction. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Je pense qu'on a vu les points clés. Voilà. Alors, le dernier, et je terminerai sur ce point-là, parce que le redémarrage en termes économiques, parce qu'il n'a jamais baissé la voilure en termes d'usage, d'envie et de nombre d'actions, oui, en termes d'investissement financier, mais pas en termes d'usage et d'attitude. On voit bien qu'au départ, c'était lié, on va dire, à ce qu'on a appelé dans les nouveaux périmètres du marché de la communication, les médias propriétaires. On les estime aujourd'hui, on va affiner les mesures avec l'UDA, à un peu plus de 2 milliards d'euros. Alors, il faut quand même savoir que ces investissements, 2 milliards d'euros, ce sont les investissements qui sont consentis par les directions marketing communication, pas au global.
C'est-à-dire que c'est la part qui est supportée. Ça veut dire qu'en fait, 50% des budgets de ces postes-là sont supportés par les responsables communication. Comme ils payent, comme ils ont payé pour les violons, ils donnent le ton. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils payent tous ces sous-outils-là? C'est pour pouvoir s'en servir sur l'organisation et les stratégies de communication. Mais à court terme, ça veut dire que pour financer les mini-sites, les applications mobiles, pour financer l'ensemble de ces actions, ça a été pris où? Sur les budgets de communication. C'est-à-dire que notre baisse du marché qu'on a vu tout à l'heure pour arriver à 30 milliards, si on réinjecte ces investissements supportés par la communication, ça nous rajoute plus de 2 milliards. Ça nous remet au niveau du marché de 2008. Donc attention, la baisse n'est qu'apparente sur les médias historiques. Mais n'empêche qu'à court terme, ça a bien été un phénomène de vase communicant. Et c'est pareil pour toutes les grandes bases de données là, développées au départ par les Danone et autres annonceurs et qui se sont démocratisées et qu'on retrouve même maintenant au niveau de l'artisan tapissier des marchés locaux qui investit 50 ou 100 euros par mois pour avoir son petit système de CRM. Ben, tout ça, c'est de l'argent qui a été pris sur les budgets de communication, le data mining, tout ce qui est créé, parce que tout ça, après, il faut le faire vivre, l'animation, les réseaux sociaux, les community managers qu'il faut payer, toute l'alimentation et la création de contenu pour animer ces réseaux, tout ça, c'est de l'argent qui a été pris sur les budgets de communication. Donc forcément, au départ, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça les prend dessus. Mais une fois que vous êtes équipé de tout ça, vous avez une connaissance précise et un point de contact intermédiaire entre vos clients et vos prospects. Du coup, ça repense totalement la stratégie de communication. Alors là, on voit bien, du coup, c'est un boulevard pour le marketing direct, parce que du coup, avec cette connaissance très approfondie, autant un courrier à tous mes clients, ben, c'est compliqué. Enfin, dans la banque, c'était possible parce qu'on leur envoyait les relevés de compte. Si on leur envoie plus, je ne peux plus envoyer un. Donc, mais par contre, sur une 5 bancs parfaitement identifiée, envoyer une offre extrêmement premium, ça devient tout à fait possible à ce moment-là, sur les clients, sur les prospects. Et là, on voit des nouveaux usages à très forte valeur ajoutée. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, des offres premium qui se développent très fortement à partir de ces outils. Donc ces outils deviennent aujourd'hui un élément d'opportunité parce qu'il faut bien les amortir, hein, il faut bien s'en servir. Et du coup, ça joue, donc bien sûr sur le marketing direct qui va en profiter, l'impact est évident, mais ça joue également sur la consommation. Là, les achats des plans télé ou plans radio se feront également maintenant, beaucoup plus à partir de la connaissance de ces plateformes marketing et l'interface de ces plateformes marketing avec les médias historiques. Donc ce qui était un frein au départ, à la fois de ponction budgétaire, devient aujourd'hui, si on sait adapter les méthodes de commercialisation et construire ces nouveaux plans de communication, devient une opportunité pour le développement des médias historiques. Merci Xavier.